Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule donc «Comment optimiser les coûts de gestion de vos changements dans SAP». Alors je vois 1 ou 2 personnes en train de se connecter, donc j'avance sur l'introduction. Alors je me présente rapidement, donc je suis Sébastien Brunet, responsable marketing chez Invarture, mais j'ai été plusieurs années ingénieur commercial concernant RevTrack, et je connais assez bien les problématiques liées à la gestion des changements dans SAP. Donc pour les prochaines 30-40 minutes, nous allons analyser les coûts de gestion des changements dans SAP. Et comme vous le verrez, nous allons nous concentrer surtout sur les coûts humains et administratifs liés au processus de changement en eux-mêmes. Donc il y a d'autres coûts que vous pouvez prendre en compte, les coûts de développement, les coûts de testing, etc. Mais c'est un peu en dehors du périmètre de notre exercice, voilà, parce qu'ils sont déjà souvent connus et assez facilement identifiables. Donc on va vraiment se concentrer sur les coûts de gestion des changements et les frais généraux que ça implique. Donc d'abord, je vais vous présenter Invarture assez rapidement, et puis nous allons discuter des raisons pour lesquelles il est important pour votre organisation de connaître les coûts de gestion des changements SAP. On va ensuite passer un peu de temps sur les éléments qui permettent de déterminer ce coût, hein, concrètement. Donc il y a quelques métriques qu'il vous faudra collecter en interne si vous souhaitez avoir une bonne estimation. Donc nous passerons ensemble tous ces éléments en revue, et je vous ferai ensuite la démonstration de notre méthode de calcul, et suite à ce webinaire, vous recevrez la feuille de calcul Excel pour pouvoir le faire vous-même. Voilà, et comme rassembler ces métriques peut parfois prendre un peu de temps, je vais aussi vous montrer un outil d'estimation rapide sur notre site, voilà, qui vous permet déjà d'avoir un ordre d'idée en quelques minutes et de déterminer si vous voulez creuser le sujet ou non. Voilà, donc une fois que vous avez ces chiffres, on va discuter de que faire une fois que vous avez terminé cette analyse. Donc en gros, soit rester sur le statu quo, soit si ces coûts sont trop importants, rechercher une solution pour les réduire. Donc je vous présenterai rapidement comment RevTrack peut être une de ces solutions pour vous aider à atteindre cet objectif. N'hésitez pas pendant tout le webinaire à poser des questions dans le chat. Vous avez un petit onglet questions. Voilà, et donc j'y répondrai en fin de session. Donc Invarture, brièvement, nous sommes une entreprise leader dans tout ce qui est solutions SAP et notamment add-on pour SAP. Donc ça fait 10 ans qu'on recherche à travers le monde les meilleures solutions SAP et les meilleurs add-ons pour les apporter à nos clients et leur permettre de leur faciliter la vie sur SAP et d'améliorer voilà, leur retour sur investissement dans SAP. Donc rapidement, vous connaissez peut-être certaines de ces solutions, donc Data Sync Manager qui permet de faire des copies de mandants et des refresh à la demande dans SAP. RevTrack, j'y reviendrai plus tard, donc qui permet de gérer tout ce qui est processus de changement. LiveCompare qui permet de faire des analyses d'impact et des aides à la montée de version. Voilà, c'est vraiment une boîte à outils de comparaison de systèmes et d'environnement SAP. Neptune qui est une plateforme de développement d'applications SAP 8.5 Fiori. Voilà, si c'est un sujet chez vous, l'expérience utilisateur, la mobilité, etc., ça peut être intéressant. Et EveryAngle est une solution de reporting opérationnel dédiée à SAP, voilà, qui permet de rendre SAP plus intelligible et de faire des croisements de données. Voilà, donc on développe également des applications nouvelles, notamment dans les domaines, du transport et de l'optimisation des tournées. Voilà, donc pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on fait, donc on est vraiment très dédié sur SAP. Et donc voici quelques-uns de nos clients en Europe. Voilà, donc vraiment tous les secteurs sont concernés par ces problématiques. Et du coup, en 10 ans, nous, on a vraiment constaté une intense complexification des paysages SAP. Donc on propose des solutions
pour en faciliter la gestion, pour simplifier vos process, voilà, notamment grâce à une forte automatisation dans nos outils. Voilà, donc nos clients ont pu réaliser des gains assez importants, notamment dans 4 domaines. Donc une meilleure capacité de traitement du volume des changements, qui devient de plus en plus important, une plus grande rapidité dans la livraison des changements au business, donc voilà, dans des objectifs de livraison continue, une qualité améliorée des process avec moins de risques pour la production, moins d'erreurs en production, etc. Et enfin, une réduction des coûts qui permet de libérer des ressources pour d'autres projets innovants. Et donc là, ça c'est vraiment le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc pourquoi mesurer tous ces coûts? Tout client SAP sait que gérer cet ERP est très coûteux, mais on a rarement les chiffres qui permettent de le montrer, en particulier en ce qui concerne les coûts de gestion des changements. On sait que ça ne devrait pas prendre plusieurs jours pour migrer un changement standard tout simple, sans risque, vers la production, et pourtant, c'est pas tout à fait le cas. On sait que les équipes SAP ne devraient pas passer des heures à préparer des transports et des rapports pour les comités d'approbation, et pourtant, on sait que les audits SAP devraient être bien plus simples qu'ils ne le sont, et pourtant, voilà. Donc toutes ces activités qui sont hautement manuelles, et d'autres dont nous parlerons, contribuent à gonfler les coûts de façon parfois significative. Donc l'objectif quand vous voyez cette courbe, c'est de trouver un moyen d'aller du rouge vers le bleu. Donc le rouge qui est la tendance actuelle si on ne fait rien, et le bleu si on met certaines mesures ou certains outils en place. Donc le but c'est de la faire pencher vers le bas plutôt que de la laisser grimper. Euh, Toutes les organisations plus ou moins essayent de trouver un moyen d'augmenter leur budget pour des projets à réelle valeur ajoutée et de basculer des ressources de la gestion quotidienne vers l'innovation. Alors, les coûts de gestion des changements font partie de ces coûts un peu cachés qui peuvent être facilement réduits et réutilisés à bon escient, surtout que parfois le process de validation d'un changement prend plus de temps que le développement et les tests en eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un signe de fort déséquilibre si c'est le cas chez vous ou vos clients. Voilà, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Donc réduire les coûts est un aspect important, mais nous savons aussi que c'est pas toujours la priorité, avec tous les éléments de pression que j'ai déjà mentionnés, donc le volume des exigences des métiers, les besoins de rapidité de livraison, préserver la qualité et la sécurité de la production. Voilà, donc la seule façon de vraiment satisfaire à tous ces éléments, c'est d'avoir recours à une solution hautement automatisée, que ce soit RevTrack ou autre. Ça, j'y reviendrai. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur l'élément coût, qui est donc le sujet qui nous intéresse. Alors, pour commencer par une petite citation. Donc, si on veut corriger l'orientation de cette courbe des coûts de gestion des changements, il faut d'abord identifier où est-ce que vous en êtes. Donc on a tous plus ou moins vu une variation de cette citation qui est que voilà, on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Peut-être que votre organisation adhère à la méthodologie des Six Sigma qui reprend donc cette même philosophie, qui la développe. Voilà, ce qu'on ne mesure pas, on ne le connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas, on ne le contrôle pas. Et ce qu'on ne contrôle pas, eh bien, on laisse tout ça au hasard. Donc, oui, ça peut être pénible ou laborieux, etc., de faire cet inventaire, mais si vous voulez vraiment réduire vos coûts, il va d'abord falloir les comprendre, puisqu'il vous faut forcément une baseline, un étalon pour mesurer vos progrès. Voilà, donc là, c'est là que je vais essayer d'intervenir pour faciliter votre tâche. Donc, j'insiste encore sur ce qu'on va mesurer et ce qu'on ne va pas mesurer. D'accord?
Donc, je ne vais pas vous donner la méthode pour déterminer vos coûts de développement, vos coûts de testing, vos coûts de configuration, de support applicatif, etc. Ces coûts seront toujours plus ou moins présents, hein, par nature, et d'autres outils interviennent à ce niveau-là. Et puis, ce sont des coûts assez faciles à identifier. La plupart des organisations les ont déjà. Même chose pour les coûts d'un arrêt de production et les pertes que cela entraîne pour le business. En général, au vu de l'impact important de ces arrêts de production, les coûts ont déjà été identifiés par votre service governance, risk management ou autre. Voilà, donc je pars vraiment du principe que ces montants-là sont connus, et vous en aurez en partie besoin pour la méthode de calcul avancée que je vais vous montrer, mais pas pour l'estimation simplifiée ensuite. Voilà. Il y a ensuite donc une douzaine d'éléments qui là sont pertinents, qu'il vous faudra recueillir. Et voilà, donc c'est les éléments qui sont en dessous dans ce petit tableau. Il y en a 12 et je vais les passer en revue plus en détail. Donc d'abord, tout ce qui est validation et approbation. Donc les approbations à chaque étape du workflow, hein, du processus de changement sont nécessaires pour s'assurer de la qualité de ces changements. Donc la validation du développement, des tests, des migrations, migration dans les bons systèmes ou dans les bons mandants, dans le bon ordre, le séquençage au bon moment, etc. Donc nos clients ont une fourchette assez large d'approbation, entre 8 et 15 en général pour un changement. Donc il faudra calculer en gros une moyenne par changement pour votre organisation. Voilà, car par exemple un changement de rôle, ça va être assez simple au niveau du process, tandis que d'autres changements peuvent être beaucoup plus lourds. Par exemple, dès qu'on touche au module finance ou une modification suite à un nouveau règlement, etc. Voilà, donc ça c'est à vous de voir au sein de votre organisation. En moyenne, quand on fait le tour de tous les process, tous les workflows, le nombre de validations, d'étapes de validation nécessaires. Donc ensuite, le nombre de migrations, donc de migrations de transport doit aussi être calculé en moyenne. Donc, vous pouvez avoir des environnements avec juste de migration, dev vers qualité, qualité vers prod, ou vous pouvez avoir jusqu'à 7 ou 8 migrations si vous avez plusieurs systèmes de qualité, une pré-production, une ligne de support et une ligne de projet, ce qu'on appelle l'architecture N+1, nous. Voilà, donc vous pouvez soit partir, vous verrez dans l'Excel, on a mis une base de 4,5, ce qui est la moyenne constatée chez nos clients. Voilà, si vous ne voulez pas chercher le chiffre en détail, vous pouvez partir de 4,5 et puis ajuster en fonction du feedback de votre équipe Basis. Alors pour les ressources dédiées, là il faut comptabiliser les personnes dont le travail, au moins dans une proportion pertinente, est de gérer, de coordonner ou d'assurer le support du processus de gestion des changements dans SAP. Donc attention à ne pas comptabiliser deux fois les activités de migration qui ont déjà été prises en compte voilà, par le critère juste au-dessus. Relevez bien le temps passé par les équipes Basis pour les autres tâches quotidiennes qui sont liées à la gestion des changements. Les administrateurs Charm sont aussi une ressource à plein temps, donc prenez bien soin de l'inclure. Un administrateur RevTrack doit aussi être comptabilisé, mais en général c'est seulement 10% de son temps. Voilà. Et enfin voilà, n'oubliez pas non plus d'inclure les consultants externes qui peuvent intervenir à tout moment du processus, puisque voilà, les consultants externes ont un coût qu'il faut bien sûr prendre en compte. Donc ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réunions du comité d'approbation des changements, Change Advisory Board en anglais, ou en gros tout comité équivalent dont le rôle est de discuter de la validation des changements de façon transversale. Donc ça représente un coût assez variable. Les montants ne seront bien sûr pas les mêmes
selon que ces réunions ont lieu tous les mois, toutes les semaines, ou même chez certains clients, on voit tous les jours. Donc attention à ne pas comptabiliser, encore une fois, en double le temps des ressources dédiées à la gestion des changements SAP. C'est juste que ces comités sont souvent transversaux avec des rôles qui vont au-delà de la gestion des changements SAP à proprement parler. Donc c'est bien ces gens-là qu'il faut comptabiliser. En ce qui concerne ensuite les audits SAP, la plupart des clients ont une équipe d'auditeurs internes et font aussi appel à des auditeurs externes. Donc le coût représenté par ces derniers est très facile à identifier, hein, souvent une ligne voilà, de la prestation. Pour les auditeurs internes, il faudra jauger le temps alloué aux activités d'audit sur SAP proprement dites. Alors ensuite, on a un autre critère qui est les bascules en production. Alors, c'est quelque chose de précis derrière. La plupart des clients SAP ont des projets qui débordent sur le week-end afin de ne pas impacter la production et donc le business. Typiquement, on coupe la prod le vendredi soir pour la relancer le dimanche. Donc souvent, ce sont des centaines de transports qui ont lieu sur ce week-end et parfois des dizaines de périodes impliquées. Donc, l'idée de ce poste de dépense, là, c'est de mesurer le coût associé aux heures passées, que ce soit activement ou en étant de garde, par les ressources qui interviennent lors de ces bascules en production, donc le week-end. Donc, ce qu'on appelle parfois cut-over aussi. Alors, si vous avez un environnement avec plusieurs lignes de type N+1, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça implique des coûts de rétrofitage des transports depuis donc, la production qui se trouve dans la ligne support vers les systèmes de développement qui sont dans la ligne projet. Si ces rétrofits se font via une ressaisie manuelle, tout de suite les coûts peuvent être très élevés pour maintenir la synchronisation entre les différentes lignes. Voilà, donc les deux métriques clés ici, ça va être le nombre de rétrofits et le temps moyen passé à manuellement réaliser le rétrofitage. Voilà, donc là je fais bien l'inventaire des critères, mais vous inquiétez pas, tout se retrouve dans l'Excel avec les tables de calcul, hein. Donc ensuite, au-delà des rétrofitages, même sans architecture N+1, il faudra toujours gérer ce qu'on appelle donc les développements parallèles. Si vous avez plusieurs systèmes de qualité ou une pré-production, il est probable que de multiples changements affectent le même objet ou la même configuration simultanément. Par exemple, un objet peut être modifié dans le cadre d'un projet, mais un changement d'urgence requiert de travailler sur ce même objet. Donc le risque de dépassement, d'écrasement ou de régression dans ce type de configuration est complètement réel. Et toutes ces procédures de vérification, etc., ont un coût, que ce soit des échanges d'emails ou des Excel à maintenir. Alors, ensuite, incident de production. Donc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Si la production s'arrête, donc inutile de vous dire que les conséquences financières sont assez massives, mais on indique seulement ici le coût vraiment directement lié aux incidents de production majeurs qui entraînent voilà, son arrêt ou un ralentissement grave, mais uniquement s'ils sont liés vraiment à des transports SAP. Voilà. Ce genre d'événement implique souvent la mobilisation urgente de toutes les ressources disponibles, y compris les profils seniors qui doivent tout laisser en plan. Donc encore une fois, on ne mesure pas le coût global de l'impact de l'arrêt sur le business. Ça, c'est à prendre en compte séparément. On comptabilise seulement le temps passé par ces ressources-là qui interviennent à corriger les erreurs causées par SAP. D'accord, c'est tout ce qu'on comptabilise. Par exemple, on exclut les downtime qui sont liés à un problème de réseau ou d'hébergement. Alors, la prochaine catégorie n'est pas aussi critique, d'accord, mais ça reste coûteux. Ça implique les arrêts des systèmes hors production suite à un changement SAP. Par exemple, si vous faites une migration par erreur et qu'il faut restaurer un système de qualité à son état antérieur, ça prend du temps et ça a un coût. Alors,
pour la dernière série de critères, ils sont un peu similaires. Donc ce dernier groupe concerne les coûts de correction des erreurs en amont dans le processus de changement. Et en moyenne, corriger une erreur en qualité coûte 7 fois plus cher qu'en développement et la corriger en production 14 fois plus. Ça, c'est une estimation assez prudente parce qu'on a parfois même des chiffres jusqu'à 30 fois plus. Voilà, donc plus une erreur est détectée tôt, en tout cas ça c'est certain, moins elle coûtera cher. Alors, par rapport à la slide précédente, on distingue bien les arrêts de production ou incidents majeurs des simples erreurs. La différence, c'est qu'une erreur n'implique pas un arrêt et seulement voilà, un ou plusieurs changements qui auront besoin d'être voilà, de correction, mais qui n'impactent pas le fonctionnement de la production de façon globale. Voilà. Par exemple, si une fonctionnalité livrée au métier ne remplit pas les prérequis et doit être développée, voilà, typiquement, c'est ce qu'on va considérer comme une erreur. Alors là, vous avez un aperçu de la feuille de calcul sur laquelle je vais basculer. Voilà. Donc ça, c'est la feuille de calcul qui reprend tous ces critères. Vous voyez ici que vous avez plusieurs onglets, ressources, métriques, temps, coût des ressources, et ensuite ce sont des feuilles de calcul automatisées qui vont fournir tout un tas d'informations. Donc on commence par ce premier onglet qui là tout simplement va vous demander de faire l'inventaire de vos ressources. Donc là c'est voilà, c'est assez simple, hein. Vous avez juste par rapport à vos personnels à remplir les quantités. Cependant, prenez bien soin également de renseigner les ressources externes qui doivent être comptabilisées. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez les métriques qu'il va falloir recueillir. Voilà, donc là, c'est là qu'il va y avoir un peu plus de travail. Et je vais les passer en revue de façon un peu plus détaillée. Donc, d'abord, vous avez ces trois lignes qui concernent le nombre de transports. On les a divisés en trois catégories. La première catégorie, c'est le nombre annuel de transports, ce qu'on appelle en support de production, business as usual, etc. Donc les transports normaux du quotidien. N'oubliez pas d'inclure également les environnements non ABAP, hein, si on a comptabilisé, tant qu'on est dans un environnement SAP. Ensuite, on a le nombre annuel de transports dédiés au projet SAP à proprement parler. D'accord, donc ça, nous, on fait une distinction. Et ensuite, on a le nombre de transports d'urgence par an. Voilà. Et donc, ces trois lignes nous donnent un total du nombre de transports par an, mais pour des raisons de précision, on les divise en trois catégories. Ensuite, le nombre annuel de projets SAP. Alors là, on parle des projets, on va dire, importants. Pour nous, qu'est-ce que c'est qu'un critère? Un critère pour dire que c'est un projet et pas juste un simple changement, c'est que ça requiert un arrêt de la production ou une intervention le week-end. Voilà, donc je vous parlais du fameux de la fameuse bascule de production tout à l'heure. Voilà, pour nous c'est vraiment ça le critère. Voilà, donc pour dire que c'est un projet relativement majeur qui mérite d'être considéré en tant que tel. Ensuite, le nombre annuel d'approbation. En gros, on parlait des étapes de validation du workflow. Voilà, tout cumulé. Voilà, si vous avez 12 steps pour 3000 ou 4000 transports, vous allez les retrouver avec un chiffre dans ces eaux-là. Voilà, donc nous, on a une estimation moyenne de 11 approbations par transport. Voilà, donc ça c'est la moyenne chez nos clients, ça peut être différent chez vous, à vous d'ajuster en conséquence. Et ensuite, le nombre annuel de migrations de transport. Donc là, transport qui passe de développement en qualité, ça fait une migration, de qualité en pré-prod, une migration, et ensuite en production encore une. Voilà, donc nous, chez nos clients, encore une fois, on a en moyenne 4,5 migrations par transport.
vous pouvez prendre ça comme base et éventuellement, en fonction du feedback de votre équipe Basis, ajuster à la hausse, à la baisse, etc. Le nombre annuel d'incidents de production dû à un transport, encore une fois, attention, là on parle du coup des incidents qui ont provoqué un arrêt ou en tout cas un incident grave de production. Même chose pour les incidents hors production, comme je le disais, sont moins critiques mais ont quand même un impact important. Ensuite, le nombre annuel de rétrofits ou d'objets ressaisis. Donc ça, comme je le disais, c'est si vous avez une architecture N+1 et que vos transports en production de support doivent repasser en développement au niveau de la ligne projet. Voilà, donc tout ça, il faut comptabiliser le nombre de transports que vous avez dû, le nombre de rétrofits que vous avez dû effectuer. Et ensuite, vous avez le nombre de collisions d'objets dus à des développements en parallèle. Donc en gros, le nombre de fois où un même objet ou une même configuration a fait l'objet d'un changement, de plusieurs changements de façon simultanée. Ensuite, le nombre annuel de défauts corrigés dans les systèmes de développement SAP, pareil pour la qualité, pareil pour la production. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est les erreurs qui ne sont donc pas des incidents de production, mais simplement des défauts, des erreurs à corriger. Voilà, donc ça aussi, il va falloir le comptabiliser. Voilà, donc ça, c'est les métriques importantes qu'il va falloir rassembler, où il va falloir interroger vos équipes Basis de change management, etc. pour récupérer ces chiffres. Ensuite, on passe sur l'onglet temps. Donc là, il va y avoir un certain nombre de valeurs temporelles à renseigner. Donc, le nombre de minutes nécessaires par rétrofit ou par ressaisie manuelle, nous on constate que c'est 30 à 120 minutes par rétrofit. Voilà, donc encore une fois, ça c'est pour l'architecture N+1. Ensuite, le nombre de minutes nécessaires pour intervenir en cas de développement parallèle. Donc ça c'est pareil, c'est pour les collisions sur un même objet, etc. Indiquer par mail qui a la priorité, gérer l'Excel, etc. Ensuite, le nombre de minutes nécessaires pour corriger un incident grave en production. Donc là, c'est le temps cumulé de toutes les ressources qui ont été sollicitées. Voilà, si vous avez 12 personnes qui, en urgence, doivent intervenir pendant 12 heures sur l'arrêt de la production, ou 30 personnes, ou voilà, y compris non seulement l'intervention pour remettre la production en état, mais également le temps passé ensuite à analyser les causes de cet arrêt. Voilà, donc c'est en nombre de minutes. Pareil, le nombre de minutes pour corriger un incident hors production. Ensuite, la moyenne du nombre d'heures, donc là c'est un peu différent, c'est le nombre d'heures passées par erreur en développement. D'accord, donc ça, faut regarder les erreurs récentes en développement et combien de temps ça a pris de les corriger. Et ensuite, la même chose pour la qualité ou la production. Soit vous refaites une analyse précise, soit vous partez sur la base de ça coûte 7 fois plus cher en qualité et 14 fois plus cher en production. Ensuite, la moyenne du nombre de minutes passées sur la validation de chaque étape du workflow. Ça, si vous avez quelqu'un qui est qui est à l'approbation, etc., combien de temps ça lui prend d'approuver l'étape du workflow, l'étape du process pour passer à la suivante. Et ensuite, le nombre de moyennes de minutes passées sur chaque migration par l'équipe Basis. Voilà, que l'équipe Basis doit vérifier que c'est le séquençage, qu'il n'y a pas de risque d'erreur, de downgrade, etc. Donc tout ça, ça prend un peu de temps par migration. La moyenne du nombre d'heures combinées dédiées au contrôle et à la gestion des changements SAP par an. Voilà, donc ça, c'est le nombre d'heures passées par vos ressources qui sont vraiment dédiées à la gestion des changements SAP, les ressources Basis, etc. Encore une fois, comptabilisez pas en double le temps passé sur les migrations qui est déjà comptabilisé. Ensuite, le nombre d'heures passées par les comités d'approbation des changements ou leur équivalent par an.
Voilà. Donc pareil, ne comptabilisez pas en double vos ressources dédiées au change management qui ont déjà été prises en compte, ouais, mais seulement les ressources qui viennent s'ajouter, voilà, qui ont des postes plus transversaux, qui peuvent être fonctionnels, métiers ou au centre de compétences, voilà, et que c'est pas forcément leur tâche principale. Ensuite, la moyenne du nombre d'heures dédiées à la préparation et à la réalisation des audits. Voilà, donc ça, il va falloir inclure le temps passé par les auditeurs internes et les auditeurs externes, et aussi voilà, les ressources un peu de support qui ont été mobilisées en soutien à cet audit. Donc là, vous avez alors c'est la seule mesure qui n'est pas de temps, là c'est un coût, mais ça c'est assez facile à indiquer le coût des services des audits d'SAP externes. Voilà, ça va juste être une ligne dans votre budget qu'a priori vous connaissez assez facilement. Et enfin, la moyenne du nombre d'heures nécessaires, pour toutes les ressources comprises, pour assurer une bascule en production le week-end. Voilà, donc en moyenne. Donc ça, c'est comme je vous disais, voilà, quand les ressources sont mobilisées ou qu'elles sont même de garde un week-end pour faire une bascule en production, bah, il faut comptabiliser ces heures dans les coûts de gestion des changements. Ensuite, vous allez avoir les coûts horaires moyens de toutes vos ressources. Ça, en général, encore une fois, c'est assez facile à obtenir. Voilà, si vous demandez aux bonnes personnes dans votre organisation. Voilà, donc ça va être les mêmes ressources qu'indiquées précédemment. Voilà, au lieu que ce soit leur nombre, ça va tout simplement être leur coût horaire. Voilà. Donc ensuite, vous avez des feuilles intermédiaires de calcul détaillées. Donc ça, j'y reviendrai. Mais ce qui nous intéresse vraiment, ça va être le bilan. Donc la feuille de calcul va de façon automatique, une fois que vous avez rempli tous les champs, calculer ces valeurs, ces montants. Donc vous avez tout ce qui va être coût de validation, coût des migrations, coût des ressources, coût des audits, coût des rétrofits, etc. etc. Et ensuite, comment ça se passe? Nous, on a le total de ces coûts, le nombre annuel de changements, et donc vous avez le coût par changement. Et à ça, on vient ajouter le coût des arrêts de production par an, d'accord, qui sont encore une fois attribuables seulement à des incidents de transport SAP, donc c'est pas l'ensemble des coûts, sinon ce serait un montant bien trop important. Et du coup, une fois que ce montant a été ajouté par rapport au nombre de changements SAP par an, on obtient le total du coût de la gestion par changement SAP. Voilà. Et à partir de ce chiffre, vous pourrez prendre vos décisions. Vous avez sur la droite une estimation des économies qui peuvent être réalisées avec RevTrack, donc par an. Et pour vous montrer que c'est effectivement dynamique, si je change cette valeur, par exemple le nombre de transports, ouais, ici ça s'ajuste, et dans les coûts totaux, on est passé de 215 à 292 €. Voilà. Cette feuille de calcul, elle vous sera transmise après le webinar. Maintenant, si je reviens là-dessus, voilà. Donc, vous n'avez peut-être pas forcément le temps de faire toutes ces recherches, toutes ces analyses, etc. Donc, nous, ce qu'on vous propose sur le site, c'est un outil qui vous permet de faire une estimation très rapide. Voilà. Donc, il vous suffit de vous rendre sur le site RevTrack. Vous aurez le lien dans la présentation. Et sinon, sur le site RevTrack, si vous cherchez Calculator, Savings Calculator, vous allez le trouver. Donc là, tout simplement, on va vous demander le nombre de transports que vous effectuez par mois. Mettons 300, 250. Ensuite, la complexité de votre environnement SAP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Complexité basse, vous avez une ligne DevCalProd.
complexité moyenne, vous avez une pré-production, peut-être plusieurs environnements de qualité. Et complexité haute, vous avez une ligne support, une ligne projet en N+1 avec voilà, de multiples environnements. Et ensuite, la complexité de votre processus, de vos workflows, de votre sécurité en termes de governance, de compliance. Donc, par exemple, ça va pas être la même selon que vous soyez une entreprise, on va dire B2B privée, ou que vous soyez une entreprise pharmaceutique ou une banque. Donc ça, à vous de le déterminer. Voilà, vous avez ici comme résultat l'estimation des économies réalisées chaque année grâce à RevTrack, mais vous retrouvez bien ici sans RevTrack, donc une estimation des coûts de la gestion de vos changements dans SAP. Et donc normalement, ça devrait être assez comparable. Là, on a 876 000 pour 1800, pour un peu plus de 3000 transports. Et là, on est à 600 000 pour 250 par mois. Donc on est, voilà, les ordres de grandeur sont à peu près respectés. Donc, une fois que vous avez ces chiffres, donc imaginons que voilà, vous commencez par l'estimation minute. Donc une fois que vous avez fait cette estimation, qu'est-ce que vous faites? Vous partagez les résultats avec votre équipe, vous en discutez en interne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la feuille de calcul. À ce moment-là, il vous suffira de quelques heures voilà, réparties sur 1 ou 2 semaines pour ajuster les chiffres, les récupérer, les rentrer dans l'Excel, etc. Ensuite, vous présentez les résultats aux responsables de la gestion des changements. Et puis, vous décidez si une action est nécessaire pour réduire ses coûts ou non. Voilà, donc soit vous restez sur le statu quo, les coûts sont acceptables, soit ces coûts sont trop importants. Dans ce cas-là, vous cherchez une solution pour les réduire. Voilà, mais sachant que voilà, les coûts, ce n'est qu'un aspect de la problématique, puisqu'en général, on ne cherche pas qu'à augmenter les coûts avec ce genre de solution, on cherche aussi à augmenter la qualité, la rapidité et le volume des changements. Voilà. Après, il vous reste à choisir un outil parmi les différentes solutions sur le marché, voilà, que ce soit RevTrack ou autre. Et puis ce qu'on conseille évidemment après, c'est de mesurer à nouveau les coûts au minimum 6 mois après la mise en production de cette solution. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour la partie coût. Maintenant, je voudrais vous parler rapidement de RevTrack et en quoi ça peut vous aider par rapport à cette problématique. Donc là, vous avez ce schéma qui a l'air un petit peu compliqué, mais en vérité, au milieu, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre workflow, vous avez le processus de changement, avec le changement qui va aller de développement en qualité, en production, avec toutes les étapes intermédiaires, code review, analyse d'impact, etc., unit testing. Et l'idée de RevTrack, c'est que ça va vous accompagner tout au long de ce processus, avec un processus qui va être automatisé, qui va vous permettre d'imposer le respect du workflow. Voilà, donc c'est vraiment une plateforme de gestion des changements. Vous allez pouvoir automatiquement migrer les transports avec le bon séquençage, gérer des releases aussi, donc des groupes de transport, etc. pour les projets plus importants. Et surtout, nous, on parle de chaîne d'outils intégrés. Donc l'idée, c'est qu'à chaque étape, si vous avez code review avec Solution Manager par exemple, vous avez une communication à double sens entre RevTrack et cet outil pour que toutes les étapes soient automatisées et aller le moins possible dans d'autres outils et avoir le moins possible d'opérations manuelles. Donc nous, l'idée, c'est que au lieu de dire à chaque étape qui va se charger de faire avancer le changement, ça va plutôt être quel outil va automatiquement approuver ou non cette étape.
Et on voit au-dessus, si vous utilisez des outils de ticketing, comme par exemple ServiceNow, vous avez également avec RevTrack une communication à double sens, parce que souvent ces outils ne descendent pas au niveau de SAP. Donc là, vous avez vraiment ensuite une source unique, unifiée de vérité au sein de l'entreprise sur le statut du changement. Voilà, donc là, c'est vraiment la force de cet outil. Ça va être de toutes ces opérations manuelles dont on a discuté aujourd'hui, ça va être de les automatiser, de les réduire au maximum, et puis de tout rassembler dans un référentiel unique qui va vraiment sécuriser le processus au maximum. On a des vérifications automatiques de sécurité à chaque étape pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème de régression, d'écrasement, etc. Et en plus de ça, voilà, au niveau des audits, voilà, on avait des clients, ça leur prenait plusieurs jours, voire parfois semaines, pour faire un audit. Là, ça prend quelques heures puisqu'il y a un référentiel unique. Voilà. En tout cas, que ce soit RevTrack ou pas, il faut garder à l'idée cette idée de chaîne d'outils intégrés. L'idée, c'est vraiment au maximum que pour chaque étape, vous ayez le bon outil, mais que cet outil ne fonctionne pas de façon individuelle, mais communique avec les autres outils pour automatiser au maximum le process. Voilà. Donc, nous, pourquoi est-ce qu'on vous conseille cette solution? Donc ça, c'est nos clients qu'en parlent le mieux. Vous verrez, donc 90% sont d'accord pour dire que ça réduit les efforts manuels. Pareil, 90% que ça réduit le temps sur les audits. Même chose, 90% que ça réduit les erreurs en production. 90% sont d'accord pour dire que ça réduit les efforts de rétrofit, 70% que ça leur permet d'augmenter leur volume de changement, le rythme aussi de ces changements. Donc, si vous avez des objectifs de DevOps, de livraison continue, etc., c'est un outil assez utile là-dessus. Et puis, ça, c'est un effet un peu indirect du coup, mais de vraiment avoir un meilleur retour sur investissement de votre SAP. Voilà. Donc ça, c'est des données qui sont fournies par TechValidate. Donc TechValidate, c'est un organisme indépendant qui fait des questionnaires et des sondages auprès des clients, qui les valide. Voilà. Donc vous aurez le lien dans la présentation si vous souhaitez accéder à ces chiffres, et vous aurez également tous les témoignages clients qui ont été effectués et validés par TechValidate. Voilà, donc je conclus le webinaire là-dessus. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site pour plus d'informations, ou à nous écrire un email. Donc Eleonore Espagna est la personne en charge des produits RevTrack chez Invarture. Sachez que voilà, si vous êtes adhérent au CRIP et que vous vous rendez à la convention qui aura lieu en juin, nous aurons aussi un stand sur place, et nous serons présents également à l'USF au mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à nous rendre visite si vous voulez en discuter. Voilà, alors n'hésitez pas maintenant si vous avez quelques questions. Voilà, disons qu'il me reste 1 ou 2 minutes pour conclure. Alors oui, sur l'Excel, il est tout à fait, enfin il n'y a rien de caché, hein. Donc vous pouvez tout à fait modifier les formules qui sont effectivement sur ces onglets intermédiaires. Voilà, donc ici vous avez vraiment tous les calculs. Si vous souhaitez changer les formules, rajouter des champs, etc. Voilà, ça peut vraiment servir de base de travail si vous avez besoin de quelque chose de plus customisé, de plus approprié à votre activité. Voilà, c'est complètement possible de le modifier. Voilà. Donc oui, effectivement, il vous sera envoyé, alors probablement en début de semaine prochaine par l'équipe marketing, avec l'enregistrement de la vidéo. Voilà, si vous quelques détails qui vous ont échappé, que vous avez du mal à le remplir. Et effectivement, on peut aussi, si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement, ou vos clients ont besoin qu'on les aide à faire cette analyse, on peut aussi tout à fait intervenir pour les conseiller.
Et sur le fonctionnement de RevTrack en particulier, alors c'était pas l'objectif de faire une démo technique de l'outil aujourd'hui. Si vous allez sur le site Invarture, notamment dans la ressource webinar, vous aurez d'autres webinars qui, eux, seront consacrés à des démonstrations techniques de l'outil qui sont plus concentrés sur RevTrack. Voilà. Donc écoutez, voilà, un peu plus de 45 minutes. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinar. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et à très bientôt.